Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, personnellement, dans une apocalypse zombie, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour se demander est-ce que l'apocalypse qu'on nous présente dans le film ou dans la série en question est vraisemblable ou pas. Comment a été infecté le monde, où sont les foyers d'infection, comment ça se répand, etc. etc., etc. Exemple tout con, The Walking Dead, je trouve pas ça vraisemblable. Je veux dire, de ce qu'on en sait, il me semble, il n'y a eu qu'un seul foyer d'infection. Côté des États-Unis, en tout cas, il n'y en a pas eu d'autres dans le monde, ça s'est transporté par la suite, et c'est dans un bâtiment. Je sais pas s'il y a eu d'autres foyers d'infection, mais ce genre d'apocalypse zombie, s'ils font que tituber comme dans les The Walking Dead, et qu'une seule balle suffit à les buter, comment ça peut infecter le monde entier? Par contre, si tu prends dans la configuration de ton apocalypse zombie le fait que ça s'est transmis par autre chose qu'un virus qui se transmet par la morsure, comme dans The Last of Us où c'est un champignon qui se transmet notamment par la farine, à savoir le cordyceps, là c'est tout de suite plus vraisemblable d'avoir plusieurs foyers d'infection. Les foyers d'infection, c'est des endroits où ça commence à être infecté. Partout dans le monde, dans The Walking Dead, c'est ça qui se passe, c'est expliqué dans la série. Le cordyceps est allé se balader dans les produits alimentaires qui font le tour du globe, et du coup c'est comme ça que tout le monde a été infecté. Ça, c'est vraisemblable. Et en plus, dans The Last of Us, les infectés y courent. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'éviter quelqu'un qui court que éviter quelqu'un qui marche à 2 km/h. Encore une fois, The Walking Dead, c'est pas vraisemblable. Des zombies qui marchent aussi, même s'il y avait plein de foyers d'infection, je veux dire, il suffirait qu'un seul pays annonce ou qu'il y ait une seule fuite d'un pays où il y a ce genre de problème et tous les autres pays sont en alerte et c'est la crise, loi martiale, quarantaine, etc. Et ça prendrait peut-être 3 semaines, 1 mois pour se régler, mais ça prendra pas une aussi grande ampleur. Surtout que j'ai lu des articles, j'ai essayé un petit peu de me renseigner. De ce que j'en ai compris, la plupart des pays dans le monde ont une sorte de protocole, ou en tout cas ont des manières de réagir si jamais il y a vraiment une apocalypse zombie. D'après les scientifiques, peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais. Encore une fois, comme dans The Last of Us, un champignon qui mute et on est tous dans la merde. Mais dans The Walking Dead, c'est pas vraisemblable. L'apocalypse, elle fait pas réelle. Je veux dire, quand tu vois la vitesse des zombies, tu te demandes comment ça peut infecter l'entièreté du monde. Alors c'est l'Amérique, peut-être, mais enfin voilà. Après, je ne sais pas. Il y a d'autres, bien évidemment, films et séries où c'est vraisemblable ou non. Par exemple, ce que j'aime beaucoup personnellement dans 28 jours plus tard, c'est le fait que l'apocalypse ne touche que le Royaume-Uni. Bah oui, le Royaume-Uni, c'est une île. Le pays est en épidémie. Paf, quarantaine du pays entier. Il n'y a plus d'aéroport, il n'y a plus d'avions qui vont au sol ni rien. Le pays est en quarantaine, isolé du monde. Comment le monde pourrait être infecté? Eh ben, il ne l'est pas. Là, on le voit à la fin du film, il y a un avion qui passe au-dessus des Royaumes-Unis pour bien nous montrer que le monde marche encore. Ce n'est qu'au Royaume-Uni. Et c'est ce genre de truc qui arriverait probablement dans le monde. Les pays se mettraient en quarantaine, il n'y aurait plus d'aéroport, il n'y aurait plus rien. Un petit peu comme dans le coronavirus. Alors, le coronavirus, ça a pris 2 ans pour s'arrêter. Mais je pense que si c'est une apocalypse zombie, les pays réagiront peut-être un peu plus vite que le corona. On va pas se mentir. Maintenant, du coup, si je vous dis tout ça, est-ce que dans le film dont on va parler aujourd'hui, l'apocalypse est vraisemblable? Oui. Alors, c'est un peu compliqué, parce que, en soi, la manière dont les zombies marchent, etc., fait que cet apocalypse est vraisemblable. Parce qu'il est possible que des zombies comme ça envahissent le monde. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, le truc, c'est qu'on ne sait pas comment ça a été envahi. Ça aurait dû de base être expliqué dans la suite de ce film, qui devait être mise en scène par David Fincher, mais au final ça n'a jamais été le cas, parce que la suite a été abandonnée à partir de 2017, et de toute façon Fincher a clairement dit que ça aurait plus ou moins été proche de ce qu'on a fait dans The Last of Us. Donc en soi, voilà, j'ai mon ventilo qui a un problème. Bref, passons. Donc, est-ce que l'origine du virus est vraisemblable? Pour le coup, on ne sait pas. Il n'y a pas d'origine. Le virus est là dès le début du film. Il est là, point. On ne cherche pas à savoir comment. Par contre, on cherche à savoir comment le battre.
à la fin du film notamment. Maintenant, est-ce que le film techniquement est vraisemblable? Oui, parce que déjà, si vous regardez un petit peu dans les décors, le film fait pas mal attention aux petits détails de comment l'apocalypse pourrait être géré. On voit notamment sur des cartes qui montrent l'infectiosité partout dans le monde que les points les plus touchés, c'est surtout au niveau des côtes. Et même plus précisément au niveau des côtes, avec une température plus ou moins normale, on va dire. Par exemple, on voit qu'il y a moins de foyers d'infection du côté de l'Afrique du Nord, là où il fait chaud. On voit qu'il y a 0 données d'infection dans le nord de la Russie, où il fait trop froid et où aucun bateau ne passe. Tu vois que vraiment l'infection a touché toutes les côtes et les grosses villes. Grosses villes, pourquoi? Les aéroports, les côtes, bah les ports, tout simplement, les bateaux, les voyages, etc. Donc c'est ça qui fait que ça touche toutes les villes et que ça touche surtout les côtes. Donc pour le coup, je trouve que le film a fait attention à ça. Maintenant, il y a quand même des trucs qui sont pas vraisemblables dans le film et qui sont des petites facilités scénaristiques. Déjà, bon, un film de Brad Pitt, donc on commence à avoir l'habitude, le mec voit tout et personne d'autre ne voit rien. Je veux dire, c'est lui qui découvre que les zombies ne voient pas les personnes qui sont malades. Donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir à la fin du film larguer des maladies, en gros, techniquement. En tout cas, une sorte de camouflage pour se camoufler des zombies. D'ailleurs, si ça, ce serait vraiment une manière de fonctionner dans la réalité, que genre pour battre les zombies, il faudrait s'infecter. Je pense que du coup, les hôpitaux ne seraient pas touchés. Simplement, en tout cas, il y aurait que les personnes, genre les docteurs ou quoi, qui sont pas touchés. Les hôpitaux seraient littéralement des nids à survie, vu qu'il y a que des malades là-dedans. Concrètement. Peut-être pas les hôpitaux psychiatriques, parce que c'est des maladies psychiatriques, mais en tout cas, les hôpitaux normaux, où il y a genre des personnes qui sont aux urgences ou malades pour je ne sais quelle maladie, ces hôpitaux-là, ils survivraient, vu qu'il y a que des malades dedans. Déjà, c'est un nid à bactéries, donc ce virus ne verrait même pas l'hôpital en soi. Donc, je trouve que voilà, il y a quand même quelques facilités scénaristiques. Maintenant, je trouve que le scénario en soi est pas inintéressant, juste on se balade beaucoup, je trouve. On commence le film aux États-Unis, puis on envoie le personnage de Brad Pitt, qui s'appelle Jerry. On l'envoie au Corée du Sud, là où il y a une base américaine, si j'ai bien compris, qui a des données intéressante. Puis au final on lui dit non mais il faut que vous alliez à Israël, donc ils vont à Israël. Une fois arrivé à Israël, Israël lui dit on ne sait pas, on n'a aucune info. Donc ils foncent dans un avion avec la seule personne qui reste de son groupe de quand ils sont partis aux États-Unis. Là ils apprennent que au final ils apprennent surtout, le personnage de Brad Pitt se dit putain en fait il nous faut un truc avec des maladies parce que ils voient pas les malades. Donc paf OMS, paf WHO, comme c'est dit en anglais, l'équivalent de l'OMS. Et donc, hop, Cardiff, Royaume-Uni. On se balade beaucoup dans le film. Mais du coup, ça nous permet voilà, d'avoir des décors, on va dire, différents. Même si en soi, la vraie différence entre les décors, c'est les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni. Là, il y a des vraies différences. Le Royaume-Uni, c'est, on le voit à la gueule des rues. Dans les plans aériens, clairement c'est du Royaume-Uni, genre c'est beaucoup des rues très européennes, avec beaucoup de tournants, etc. Quand tu es aux États-Unis, bah, c'est comme les États-Unis, hein, c'est très carré, c'est très droit, avec plein de lignes, etc. Les États-Unis, c'est très tac, 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 on découpe parce qu'on a la flemme. Je veux dire, il y a qu'à voir la gueule de certains États qui sont littéralement des rectangles. Quand on va à Israël, on voit qu'il fait chaud, on voit clairement que c'est pas la même chose en termes de colorimétrie, de texture d'image, etc. Par contre, la Corée, c'est le seul moment, je trouve, du film où tu sens pas spécialement de gros détachements. Genre, tu sens pas que t'es en Corée, en fait, tout simplement. Mais c'est un petit peu expliqué par le fait qu'il fait nuit entièrement, qu'on ne voit pas les villes de Corée, contrairement au Royaume-Uni et à Israël et aux États-Unis où on est en plein dans les villes. Là, on est dans une base militaire en Corée du Sud, il fait nuit noire. Enfin, non, il fait nuit américaine, ça veut dire qu'il fait nuit avec un peu de bleu. Mais du coup, tu vois pas que c'est la Corée. Du coup, le décor est pas très intéressant. En plus, c'est des décors en souterrain où il fait très sombre, donc tu vois pas grand chose. C'est peut-être le moment en termes de décor du film le moins intéressant. Maintenant, pour le reste, chaque endroit du film a sa colorimétrie bien précise. Les États-Unis, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à Fight Club.
bah, après c'est un petit peu logique, vu que le réalisateur, il me semble, de ce film, alors il faut que je regarde, pour pas dire de conneries, mais il me semble que c'est David Fincher, je pense. Alors attendez, je vérifie, oui c'est bel et bien de David Fincher. Ah non, il a fait le 2 lui, enfin il devait faire le 2. Mais attends, c'est qui a réalisé le premier alors? World War Z, non, Peter Capaldi, je m'en foutais. On parlera de lui après, mais je veux voir le réalisateur. Le réalisateur, c'est Mark Foster, qui est le réalisateur de films. C'est un mec qui a fait des films, quoi. Mais on sent, en tout cas, une colorimétrie proche de Fight Club avec voilà, une saturation bien précise quand on est aux États-Unis. Quand on est au Royaume-Uni, on est sur quelque chose de plus sombre encore. Et par contre, quand on est en Israël, ben, on est sur quelque chose de très jaunâtre. Parce que voilà, il fait chaud, etc. Alors, c'est peut-être pas le meilleur du moment pour parler du pays d'Israël, mais bon, le film date de 2013. À l'époque, il n'y avait pas la guerre. Donc j'y peux rien. Au bout d'un moment, qu'est-ce que moi j'y peux s'il y a des pays qui sont dans la merde de nos jours. Enfin, dans la merde. Des pays qui sont en guerre, on va dire. Mais qui sont dans des films. Je n'y peux rien. Bref, en termes de scénario, voilà, c'est parfois cousu de fil blanc. Le personnage principal, c'est un peu lui qui trouve tout et n'importe quoi. Il trouve littéralement le scénario, il trouve toute l'histoire. Encore une fois, c'est lui qui comprend que les malades ne sont pas infectés, qu'en tout cas ils sont pas vus par les infectés. Donc je trouve que voilà, il est un petit peu trop intelligent pour le scénario. Mais c'est surtout parce que c'est la star du film, c'est Brad Pitt. Il faudrait absolument pas tuer Brad Pitt, ce serait quand même une horreur de tuer un acteur si bankable. Je veux dire, c'est le seul putain d'acteur bankable de tout le film. C'est quand même vachement triste. Non, parce que tous les autres... Moi j'ai reconnu Peter Capaldi parce que Doctor Who, mais... Sinon, enfin, voilà, hein, c'est pas le film avec le plus gros casting ever. Alors, si je regarde un petit peu la distribution du film, bon, voilà, on n'est pas sur des gens qui ont une carrière gigantesque, en fait, qui que ce soit. Juste, on a Ellis Gable qui joue le petit médecin au début du film. Lui, je l'ai reconnu direct parce qu'il joue dans la série Scorpion. Mais sinon, il n'y a vraiment que Brad Pitt, qui est un acteur, on va dire, vraiment important dans le film. Et on a Peter Capaldi. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que Peter Capaldi dans le film joue un personnage qui est crédité comme étant un Who, oui c'est ça, Doctors, avec un S. Who, W-H-O, Doctor. Vous inversez les deux, ça fait Doctor Who. Peter Capaldi, c'est le 12e Docteur dans Doctor Who. Là, je suis content d'avoir eu la ref. Après, bon, c'est... Elle est comme ça, la ref, mais... Enfin, voilà, quoi. C'est marrant d'avoir récupéré Capaldi pour jouer un docteur qui travaille pour le WHO, qui est encore une fois l'équivalent de l'OMS. Je sais pas si c'est une entreprise à part, une association à part, ou si WHO, c'est juste le nom anglais de l'OMS. Parce que l'OMS, c'est quoi? C'est l'Organisation Mondiale de la Santé, il me semble. Mais en anglais, ça se dit WHO. World Health, c'est compliqué à dire, Organization. Donc il me semble que c'est international l'OMS, mais je suis pas sûr. Bref, on a quand même voilà, un scénario plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Des personnages qui pour le coup ne sont pas infaillibles. Il y a quand même, bon, à part le personnage de Brad Pitt, et honnêtement c'est, voilà, il n'est pas super intéressant le personnage. Son histoire avec sa famille est pas plus touchante que ça parce qu'on la développe pas spécialement. Je veux dire, ouais, c'est une famille lambda qui s'aime beaucoup, mais bon, des familles comme ça dans les films on en voit plein et ça nous donne pas spécialement d'attache au personnage. Si par exemple il aurait perdu dès le début du film sa fille ou une de ses filles, voire les deux, ça aurait rajouté un enjeu pour le coup au personnage. Alors je sais que tuer des enfants dans un film hollywoodien c'est très compliqué, mais ça aurait rajouté un enjeu. Là, en soi, à part vouloir protéger sa famille, ce qui est l'enjeu de tout père de famille dans un film, il n'y a pas spécialement quelque chose de plus intéressant que ça. Si en plus de vouloir protéger sa famille, au début du film, il avait eu la perte d'un enfant, on aurait eu quelque chose d'un peu plus impactant en fait pour s'attacher à lui. Honnêtement, je suis plus attaché au personnage de Segen, qui est la fille qui est en train de crever là sur le côté, qui elle a perdu dans le film son pays, ses hommes, sa main. Oui, mais elle a perdu tout et n'importe quoi.
Donc j'ai un peu plus d'attache en fait pour ce personnage là, qui est un peu plus intéressant je trouve, que le personnage de Brad Pitt qui est, je vais pas dire lisse, en même temps on va pas exagérer, mais qui n'est pas le personnage le plus intéressant. Il fait du Brad Pitt, voilà, il fait le personnage sérieux, il a un petit peu le même jeu d'acteur notamment que dans Seven. D'ailleurs le seul vrai film en fait dont je me souviens pas de tous les films avec Brad Pitt que j'ai vu parce que j'en ai vu des dizaines, mais le seul film je trouve que j'ai revu en tout cas récemment où il jouait différemment que dans ce film là, c'est dans Fight Club. Là il joue Tyler Durden, il joue un personnage un peu plus excentrique, où là il joue vraiment le héros de film d'action un petit peu faible, qui est pas The Rock, heureusement quand même. Comme je l'ai dit, c'est pas un personnage lisse au possible, juste voilà, c'est pas le personnage le plus intéressant je trouve de l'histoire. Par contre, en termes de mise en scène, on est sur quelque chose d'assez intéressant, mais qui va en adéquation en fait avec ce que le film nous montre, dans le sens où, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, on est sur des zombies qui courent. Je dirais même plus, on est sur des zombies qui font des putains de vagues. Les zombies là-dedans, ils sont mais complètement tarés. Genre, il n'y a pas de chorégraphie de marche comme dans 28 jours plus tard ou The Walking Dead. Là, c'est des tas de chair ambulante qui courent. Et ça se ressent non seulement dans la manière dont ils sont, dont ils se déplacent. Je veux dire, ils grimpent les murs comme une espèce de grosse vague qui monte. Ils dévalent les pentes de la ville de Jérusalem en faisant des énormes tas de zombies qui se pètent la gueule contre les murs. Ils en ont rien à foutre. Même pas ils font un peu attention, même pas ils retombent sur leurs jambes. T'en as qui se font rouler par terre comme des vieux torchons. Et clairement, on est sur une mise en scène qui est en adéquation avec ça. C'est-à-dire qu'on a pas mal de petits cuts, on a pas mal, voilà, une mise en scène très rapide, très mouvementée, j'ai envie de dire, mais c'est en adéquation avec ce que le film veut nous raconter. Et c'est aussi en adéquation, je l'ai dit, avec ce que les zombies nous racontent. Concrètement, voilà, World War Z, c'est pour moi un film de zombies correct, même plutôt bon. Voilà, il y a encore une fois un scénario parfois qui est un peu cousu du fil blanc, qui prend quelques facilités scénaristiques. Je veux dire, Brad Pitt et Jerry, donc le personnage de Brad Pitt, et Segan, qui sont les deux seuls à survivre du crash de l'avion quand ils arrivent à Cardiff. Bon, hein, voilà. Je veux dire, absolument tout le monde est mort, et oh, bizarrement, les deux personnages principaux ont survécu. Je veux dire, avec la violence de l'impact, ils sont tous morts. Je veux dire, l'impact était tellement violent que le nez s'est détroché. Le nez de l'avion où il y avait les deux pilotes s'est détaché. Comment eux ils survivent? C'est pas leur vieille ceinture qui va les protéger. Surtout qu'en plus, on voit que Brad Pitt, on voit que Jerry s'est pris un bout de truc dans le ventre. Vraiment, ça, c'est trop facile. C'est trop simple en fait. Tu sens que c'est fait comme ça parce qu'il est le perso principal et qu'il faut absolument pas le tuer, sinon le film se termine. Mais voilà, honnêtement, le film, le crash de l'avion aurait plutôt eu lieu dans un sens où l'avion se serait posé et juste aurait raflé le sol. Alors, j'aurais dit chapeau au pilote, ok, mais ça aurait été un peu plus logique de les voir survivre que là, avec la violence du truc. Je veux dire, normalement l'avion il se disloque entièrement et tout le monde meurt. Voilà, c'est le genre de facilité qu'on retrouve dans le film, qui est un petit peu dommage parce que du coup, tu te dis à pas mal de moments dans le film, oui, bien sûr. C'est comme parfois ils font des choix complètement cons, genre le crash de l'avion par exemple, revenons-en, il est dû à quoi? Il est dû au fait que le personnage de Brad Pitt a balancé une grenade dans un avion. Alors ok, c'est parce qu'il y avait une vague de zombies qui lui est arrivée dans la gueule, mais avec la dépressurisation de la cabine de l'avion, vous êtes tous les deux sourds. Je suis désolé. Ça, je me le suis dit dès le début dès que j'ai vu la scène, avec l'avion qui explose avec la grenade, avec la dépressurisation de la cabine de l'avion, vous êtes tous les deux sourds. Vos tympans, ils explosent. Vous êtes à 3000 mètres d'altitude dans un avion qui est pressurisé avec une vitesse à genre au moins, allez, je sais pas vraiment à combien va un avion de ligne, mais je dirais au moins 500 km/h. Et je suis gentil, normalement un avion ça va plus vite que ça. Donc vous êtes dans un avion qui va très vite, en haute altitude, il y a des flics qui viennent de passer dans ma rue. Et il y a une cabine pressurisée. Et tu fais exploser la cabine. C'est pas ta petite ceinture qui t'empêche de partir. Surtout qu'au début, quand la cabine explose, ils sont pas attachés à leur siège.
tous les zombies sont aspirés, mais eux deux, qui sont genre à 10 mètres de plus... non, ça fonctionne pas. Normalement, ils partent avec. Ou au moins, ils ont les tympans explosés. Là, aucun problème, ils vont très bien. L'avion s'écrase, ils survivent. Tranquille. C'est pas très réaliste. C'est le gros problème de Steam, c'est que ça manque de certains morceaux de réalisme. Alors, je vais pas spécialement parler du fait qu'on ne connaît pas l'origine du virus. Ça, moi personnellement, ça me pose pas de problème. Tant que l'apocalypse reste vraisemblable et qu'on peut y croire. Maintenant, je sais qu'ils voulaient développer cette idée-là ensuite. Mais il y a quand même certains points qui, pour le coup, même sans expliquer le virus, ça reste illogique. Encore une fois, le crash de l'avion, tous les paramètres qui font que l'avion se crash, il y a trop de problèmes. Genre une grenade dans un avion. Surtout qu'en plus, il me semble que s'il faisait 3 mètres de plus, il pouvait fermer une porte. Et empêcher les zombies de venir. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.